Merci, professeur. Alors, on ne vous donne pas la parole à la salle tout de suite parce qu'on a le timing à suivre, mais on parlera économie et on vous donnera largement la parole aux questions tout à l'heure, après la petite table ronde qu'on va avoir tout de suite. Bien, les gens qui ont leur nom sur ce tableau seront gentils de venir nous rejoindre. Alors on va parler d'argent là, donc, de capitalisme, d'argent, de gros sous. C'est important, le vin c'est du plaisir, mais il y a aussi de l'investissement derrière. Comme disait Cavana, il faut mépriser l'argent, surtout la petite monnaie. Asseyez-vous. Alors, donc, on a Rémi Garouze du Crédit Agricole Aquitaine, qui est là. Nous avons Dominique Babin de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons Patrick Ribouton de la Française Asset Management. Et Damien Mounet de Viti, comme ça qu'on dit, Viti Transactions avec un S, il manque un S sur le... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs transactions, ce qui est plutôt positif pour vous. Jacques, on a dit, on va parler d'argent. Il y a quand même un sujet d'actualité dont tout le monde parle dans les journaux. Alors, quand vous connaissez sans doute bien la question, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est la question des Chinois qui arrivent, par exemple, et qui achètent une cinquantaine, d'après ce que j'ai compris à peu près, de propriétés dans le Bordelais. Alors, bon, il n'y a pas que le Bordelais, mais enfin, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'il faut en penser, au fond ? Est-ce que c'est positif? Ça prouve que le vignoble est attractif et que le monde vienne, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est inquiétant parce qu'on se dit que ceux qui sont là n'arrivent pas à rester en place, n'arrivent pas à transmettre? Et qu'est-ce que ça signifie? Dominique Babin, par exemple. C'est positif. On va peut-être vous donner un micro, sinon vous allez avoir du mal. Oui, ça va faciliter. Avant de répondre à votre question, je voudrais corriger un propos d'Hubert Bonin. Quand il a dit qu'on était ici dans le temple du capitalisme. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Vous êtes ici dans le hall de la Bourse. C'est un endroit où il y a à peu près 160 ans, des grands spécialistes du vin de Bordeaux ont procédé à quelque chose de fondamental pour notre vignoble, qui est le classement de 1855. Ça, c'est beaucoup plus important que le temple du capitalisme. C'est aussi ici... et la Chambre de commerce est ravie d'accueillir cette manifestation. C'est aussi ici que, au début des années 80, a été rêvé et créé Vinexpo. C'est aussi ici que nous allons bientôt remettre les diplômes de notre première école internationale de sommellerie. Donc, si je cite ces exemples, c'est pour vous dire que la dimension internationale est consubstantielle de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, mais elle est également consubstantielle de la viticulture à Bordeaux et je dirais même en Aquitaine. Et je dirais quand on parle des investisseurs chinois, ça a un petit côté les envahisseurs. Il faut faire très attention aux termes qu'on emploie et aux concepts que l'on véhicule, parce que dans une période où le repli identitaire peut conduire c'est à la une du point cette semaine. Peut conduire à des propos un peu nauséabonds. Il faut faire un petit peu attention. Ces viticulteurs qui viennent de l'étranger, d'abord, c'est pas nouveau. Vous savez, la viticulture bordelaise, elle n'existerait pas sans de lointains envahisseurs sympathiques qui venaient d'Angleterre, qui venaient des Pays-Bas, qui venaient même d'Allemagne. Et elle n'existerait pas si, même avant le classement de 1855, un certain Jefferson avait commencé à le faire. Donc, nous sommes dans un pays totalement international et dans une économie totalement internationalisée. Alors, il faut comprendre quelques craintes parce qu'on est aussi en train de parler de patrimoine.
Et le patrimoine, il est matériel, il est immatériel, et il provoque des attachements sympathiques, quelquefois irrationnels. Et on est en même temps dans le négoce, qui est un peu la dimension difficile à cumuler avec la notion de patrimoine. Alors, les Chinois, ils viennent, bien sûr. Je crois qu'il y a aujourd'hui à peu près 70 propriétés qui sont achetées par des investisseurs chinois. Il paraît qu'il y a encore plus de Belges. Est-ce que c'est vrai, ça? Il y a une cinquantaine. On dit qu'il y a une cinquantaine de Belges qui ont donc les Chinois qui viennent ont de dépasser les Belges. ici. Il y a une vingtaine de propriétés américaines. Il y a une propriété japonaise. Mais je dirais que, vous savez, au bout d'un certain temps, on ne sait plus s'ils sont belges, américains, japonais ou chinois, parce qu'ils se fondent dans le paysage. Et je dirais que c'est ça le premier French paradoxe. Le premier French paradoxe, c'est que des Chinois qui appartiennent à une culture totalement différente de la nôtre, qui généralement ne parlent pas notre langue, et nous on ne parle pas la leur, ils viennent acheter des propriétés dans le Bordelais alors que c'est totalement galère. C'est totalement galère. Pourquoi? Parce que produire du vin, se plier à nos usages locaux, c'est très compliqué. Il faut intégrer tout un tas de réglementations liées à l'INAO, au droit rural. C'est quand même un des investissements sans doute les plus risqués et les moins profitables, je dirais. Le mouvement continue, Dominique Babin, le mouvement continue d'achat? Je crois que, vous savez, il y a une corrélation entre le rythme du négoce et le rythme des investissements, et une corrélation, bien entendu, aussi avec la situation économique. Je crois que la bulle chinoise est peut-être un petit peu en train de se dégonfler. On le voit bien au niveau des échanges, et je crois qu'on le retrouvera également au niveau des investissements. Je rappelle aussi que les Chinois, ils n'achètent que des propriétés qui sont à vendre. Hein, ils ne procèdent pas par réquisition. Donc, et ils achètent des propriétés dont je ne suis pas sûr qu'elles trouveraient vendeurs dans les mêmes conditions économiques que si c'était d'autres qui les achetaient. Je rappelle, ces Chinois, ils achètent des propriétés, ils améliorent le vignoble, ils reconstruisent les bâtiments. Ils investissent, quoi. Ils s'en servent à la fois pour produire du raisin et du vin qu'ils vont exporter dans leur pays, donc c'est très intéressant pour nous, et ils mettent en valeur un patrimoine, on retrouve la notion de patrimoine, ils mettent en valeur un patrimoine dans des perspectives énotouristiques qui sont excellentes pour notre région. Donc nous ne pouvons qu'encourager ce type de pratiques, qu'ils viennent des Chinois, et d'autres nationalités sont bien entendu très bienvenues. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, Damien, sur les investissements, parce que vous êtes spécialiste de ça, vous? Tout à fait, je suis à la filiale du Crédit Agricole. Viti Transactions a opéré sur des transactions sur le Bordelais exclusivement avec des opérateurs chinois. L'activité par rapport à nos Chinois, on peut en être que fier parce que l'intérêt qu'ils portent à la qualité de notre vignoble, de nos vins, correspond à une consommation. Le monde chinois consomme de plus en plus de vin, plus de vin de qualité, et bien sûr ils ont voulu acquérir quelques domaines pour en avoir la fierté que l'on a nous aussi d'avoir ce vignoble à proximité, et que sur la totalité de l'Hexagone on trouve des pieds de vigne. C'est quelque chose qui est très intéressant, et je dirais on a l'opportunité, il faut la saisir. Ils ne sont pas là pour nous envahir, comme disait Dominique Babin fort justement. Ils sont là aussi pour donner une autre image de notre vin. Je pense que c'est des ambassadeurs de nos vins dans le monde entier. Et quand Bordeaux, on a vu cette affluence de Chinois qui a été très médiatisée, est-ce qu'on aurait été simple spectateur s'ils avaient atterri sur une autre capitale, mettons en Rioja? Qu'est-ce qu'ils recherchent à Bordeaux? C'est surtout les vins rouges, j'ai l'impression. Alors, ils cherchent exclusivement des vins rouges. Sauf que maintenant, on a une petite note, et quand même avec des vins liquoreux, où ils ont compris que ça pouvait s'adapter formidablement bien avec leur cuisine. Il y a eu des achats en vin liquoreux? Il y a eu des achats, alors pas forcément sur des sauternes, mais sur des Sainte-Croix-du-Mont, sur des gammes peut-être inférieures par rapport aux sauternes, aux images qu'ils ont de consommation de crus prestigieux. Mais maintenant, ils arrivent à avoir des vins blancs, secs, des rouges et aussi des liquoreux. On se disait, quand on réfléchit comme ça sur le papier, qu'effectivement, avec la cuisine chinoise, les vins liquoreux iraient bien, mais il ne se passait rien jusqu'à présent. C'était les vins rouges, les vins rouges, les vins rouges.
Oui, il y avait ça, mais il y a aussi une opération qui a été remarquablement montée avec Sweet Bordeaux, qui a communiqué, qui a effectué une grosse promotion sur les vins liquoreux, et le chinois et puis les autres investisseurs, hein, parce qu'il ne faut pas se limiter non plus qu'aux Chinois. La promotion se fait par des dégustations. Et c'est un peu l'éducation, c'est anticiper le devenir de notre consommation, ce qui permet de soutenir des propriétés. Et comme le disait aussi fort justement Dominique Babin, ces Chinois achètent des propriétés qu'ils ne trouveraient pas forcément des acquéreurs français. C'est un petit peu le problème parce qu'on peut se féliciter des investissements chinois, mais c'est quand même, ça traduit, il y a un côté pile et face, quoi. Ça traduit quand même un échec de transmission en France. Oui, mais je rappellerai quand même qu'une propriété, ça peut être un prestige, mais c'est quand même une lourdeur. Et il y a une notion de patrimoine, et la transmission du patrimoine en France est lourdement fiscalisée et est une charge. Est-ce qu'il faut handicaper les générations à venir avec le poids d'une propriété? Et les Chinois vont venir pour investir, pour agrémenter notre paysage et qu'on soit fier de voir des propriétés avec des chais prestigieux et un devenir et pas des vignes à l'abandon qui seraient quand même assez négligeables pour les voisins viticulteurs qui seraient mécontents. Est-ce que c'est un phénomène français? Est-ce que par exemple les vignes, les propriétés en Italie, en Espagne sont aussi rachetées par des investisseurs étrangers ou c'est très particulier à la France? Non, c'est des cycles. Hein. C'est des cycles. Quand il y a eu le phénomène des vins du Nouveau Monde, beaucoup de viticulteurs, de négociants bordelais ont acheté des vignobles dans le monde. Hein. Donc il y a quand même un intérêt et la culture du vin reste quand même assez importante. Oui, mais quand même, si on... Juste, je peux ajouter un point pour compléter la réponse. Le phénomène est quand même moins important dans le pays où la fiscalité est moins assassine en ce qui concerne la transmission des propriétés. Et je voulais rajouter un mot, parce que quand on parle d'achat par des étrangers ou par qui que ce soit, ça recouvre un problème auquel on ne s'intéresse peut-être pas assez, c'est le vieillissement de la population propriétaire. Aujourd'hui, j'ai fait quelques décomptes, un quart des propriétés familiales va changer de main dans les 5 ans qui viennent. Un quart. Beaucoup. 10 000 propriétaires aujourd'hui ont plus de 55 ans. Et ça, c'est valable pour Bordeaux, c'est pas valable pour l'ensemble de... C'est valable pour Bordeaux et l'Aquitaine. Je pense que les chiffres ne sont pas très différents, peut-être mis à part le Champagne. Mais c'est un sujet auquel il faut s'attaquer, peut-être anticiper, mais on touche là à la fois un problème économique et un problème d'affect. C'est-à-dire que le propriétaire a tendance à réagir un peu trop tard. Mais c'est un vrai sujet parce que, je dirais, il n'y aura pas toujours des Chinois ou des Américains ou des Belges pour acheter ces propriétés. Ou des compagnies d'assurance, parce que bientôt, Bordeaux, ça va être... Oui, mais vous savez... les grands domaines, c'est des institutions qui rachètent. Je ne sais plus quel grand capitaliste américain disait il y a 2 métiers dans lesquels il ne faut pas mettre le doigt, c'est propriété viticole et compagnie aérienne. Il y a un moment où on va arriver à la limite de l'exercice. Patrick Ribouton, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Vous qui êtes un investisseur. Alors, sur la présence des investisseurs chinois, oui, je crois qu'effectivement, c'est une très bonne chose. Ils formeront demain les ambassadeurs. Bordeaux, plus que toute autre région encore. Patrick, vous pouvez peut-être dire qui vous représentez. Et je sais que c'est quasiment du domaine du secret, mais j'ai eu beaucoup de mal à vous torturer pour vous faire sortir quelques infos sur vos investisseurs et les gens que vous représentez et le nombre de châteaux et de domaines en France que vous gérez. Alors, la Française est un groupe, une société d'asset management. Donc une société d'asset management, c'est une société qui reçoit des capitaux d'investisseurs particuliers, institutionnels, en vue de les gérer, de les investir et de les gérer. Donc elle développe depuis plus de 35 ans maintenant une activité au sein du secteur viticole. On a commencé dans les années 70 avec un grand cru classé de 1855 et on a développé cette stratégie d'investissement exclusivement orientée sur des investisseurs particuliers et on l'a développée en Bordeaux, Bourgogne, Val-de-Loire, Vallée du Rhône. Aujourd'hui, ça représente une trentaine de domaines. Vous pouvez peut-être en citer quelques-uns et en parlant bien dans le micro parce qu'on me fait signe qu'on ne vous entend pas bien. Oui, alors parmi ces domaines, le château Belgrave, grand cru classé de 1855,
des propriétés rive gauche dans le Médoc, je sais pas, le château l'Estachimont, le château Le Bosc. Sur la rive droite, à Bordeaux, trois crus à Pomerol, dont le château La Croix-du-Casse. On a eu quelques grands crus classés qu'on a arbitrés à Saint-Émilion, Château-Yon-Figeac, Tertre-Doguet, Villemorine. On a encore aujourd'hui des propriétés comme Château Grand-Pareil, La Merzelle-Figeac, Château Quentin, etc. Je ne cite que quelques noms, hein, mais dans la vallée du Rhône... Ça vous rend quelqu'un d'agréable à fréquenter, hein, quand même. Dans la vallée du Rhône, deux très très beaux domaines à Châteauneuf-du-Pape. Dans Bourgogne, des domaines et sur la côte de Nuit et sur la côte de Beaune, avec des grands crus comme les Bonnes-Mares, des Nuits-Saint-Georges Ier cru, les Perrières. Alors, est-ce que c'est rentable déjà? Alors, pour les gens qui placent de l'argent dans votre affaire là. On ne cherche pas d'abord à investir dans le foncier viticole pour faire de la spéculation. Alors on peut le faire sur du vin, mais l'investissement... Non, mais c'est pas des philanthropes qui mettent de l'argent chez vous quand même. Non, non, bien sûr. Mais c'est pas du caritatif. C'est pas du caritatif. Moi, je ne connais pas d'investisseurs philanthropes. Tout d'abord, je voudrais corriger juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, le poids des investisseurs institutionnels est relativement faible. Comparé à celui des grandes familles, il représente moins de 10%. Donc voilà, pour tordre le cou à une idée reçue, aujourd'hui on peut estimer que les investisseurs institutionnels pèsent peu ou prou 1,5 milliard d'euros, quand les grandes familles pèsent plus de 10 milliards d'euros, presque 12 milliards d'euros d'investissement viticole. Donc voilà, ça c'est comme ça c'est dit. Et ça diminue, ça augmente ça... Alors, le poids des grandes familles ne cesse d'augmenter, clairement. Mais là aussi, je crois que c'est une notion historique, tout comme la tradition d'accueil d'investisseurs étrangers, qui est un facteur très important à Bordeaux, et est une constante historique. Celle des grandes familles, il est aussi le vignoble du Médoc, et la notion même des crus bourgeois résulte de cet accueil de grandes familles et d'investisseurs, au départ un peu philanthropes, mais qui, sur le long terme, cherchent effectivement un rendement. Alors, le rendement, on y arrive. On cherche pas à investir pour obtenir des taux de 6-7%, comme on peut l'avoir, par exemple, sur l'immobilier d'entreprise, etc. Les rendements sont faibles. On est de l'ordre de 1,5 à 3%, avec un cœur de rendement aux alentours de 2%. C'est plus qu'un livret A. Aujourd'hui, oui. Mais il y a quelques années, on était toujours à 2% et les taux à court terme étaient bien plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. La différence du livret A, c'est qu'en plus, il touche des bouteilles quand même. C'est pas mal. Je vais y réfléchir. Moi. Il me reste un bout de livret A. Alors, il y a un truc qu'on ne comprend pas parce que on voit qu'ici, les propriétés ne trouvent pas d'acquéreurs, qu'il y a un vrai problème de transmission aux nouvelles générations. Et en même temps, vous nous dites, mais oui, mais c'est les grandes familles qui se renforcent. Alors, eux, ils ont trouvé les solutions pour transmettre. Clairement, mais il existe aujourd'hui des solutions et des montages fiscaux à travers la dissociation entre le foncier et l'exploitation, parfaitement efficients pour pouvoir transmettre en exonération de droits partiels, certes, mais suffisamment significatifs pour pouvoir favoriser la transmission. Donc, comme le disait M. Baudin tout à l'heure... Moi, je n'ai pas compris. Hein. Alors, vous dissociez la propriété du foncier de celle de l'exploitation. Vous créez un lien entre les deux à travers un bail rural, par exemple. Vous pouvez avoir les mêmes investisseurs dans la société qui détient le foncier et dans la société d'exploitation. Au final, vous avez bien le même contrôle de l'exploitation au global, mais le fait générateur de l'avantage fiscal qu'est le bail rural va permettre de transmettre la propriété en exonération de droits à hauteur de 50%. C'est-à-dire que vous louez la terre à vous-même et vous arrivez à déduire des frais de succession le montant du bail, c'est ça? Oui, mais le petit vigneron qui veut transmettre son château dans l'Entre-deux-Mers ou dans le Languedoc, il peut faire ça? Bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'il soit balèze en économie. Alors. Non, il suffit simplement qu'il soit bien conseillé. Ou alors qu'il ait un bon conseiller au Crédit Agricole, peut-être, non? Voilà, au Crédit Agricole, les centres de gestion aussi sont d'excellents conseils. Enfin, ce sont des solutions. Alors, il y a d'autres schémas aujourd'hui. On parle de la dissociation entre l'exploitation et le foncier, mais transmettre son entreprise en franchise de droit, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est parfaitement organisé. Vous avez le pacte Dutreil, qui est un dispositif fiscal qui a été mis en place il y a quelques années et qui permet aussi de pouvoir préparer fort favorablement sa transmission. Apparemment, tout le monde n'est pas au courant, puisqu'il y a encore des propriétés qui se perdent par transmission. Rémi Garus, vous avez une solution, vous? Pardon. Oui, des solutions, elles vont sûrement... bien sûr qu'elles sont Crédit Agricole. On a 80% des viticulteurs comme clients en Gironde, donc
on est très attentif à ce qui se passe. Je voudrais simplement revenir sur ce qui a été dit. On a aujourd'hui, pourquoi il y a des investisseurs qui arrivent? Surtout parce qu'il n'y a pas de successeurs aux vignerons qui sont en place. Parce que très souvent... Pourquoi? Parce qu'il y a une crise des vocations, c'est quoi le... Sûrement, une crise des vocations. La crise viticole qui perdure dans les génériques depuis 10 ans n'encourage pas les jeunes enfants de vignerons à succéder à leurs parents. Donc c'est très compliqué. On ne peut pas faire vivre 2 familles sur l'exploitation. Donc souvent les jeunes prennent un autre métier. Et tant que l'équilibre de rapport entre le revenu de l'exploitation et le poids de la transmission sera en défaveur de la rentabilité du projet, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de propriétés disponibles sur le marché et qu'il y a des investisseurs qui viennent investir. Alors je vous rassure, les investisseurs chinois, vous ne verrez sûrement pas tailler les vignes. Ils feront quand même tailler leurs vignes par des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est un plus pour l'économie du territoire parce que, comme l'a dit Damien, laisser des vignobles à l'abandon ou sans succession avec un poids de foncier supérieur au marché, ça fait baisser les prix et ça ne fait que amplifier le problème. Et je dirais que les problèmes qu'on a évoqués sur la transmission, ils sont sur les deux facettes de notre viticulture à Bordeaux. C'est-à-dire que les grands domaines familiaux, pour être transmis aujourd'hui en ligne directe, c'est très très compliqué. Très très compliqué par le poids du foncier. Même si l'exploitation est très très rentable, le poids du foncier est tel que... On ne peut pas... Le prix de l'hectare, en gros. Le prix de l'hectare, les droits de succession ou le dédommagement des frères et sœurs de celui qui voudrait reprendre le vignoble, la propriété ne pourra pas la rentabiliser. Pour reprendre un vignoble, il faut racheter les parts des frères et sœurs. Ah ben, si vous avez... s'il y a trois frères et sœurs dans la famille et qu'il y en a un qui veut reprendre, les 2 autres, ils veulent leur part. C'est logique. Alors, si on fait un peu de prospective... Dominique Babin, ça va ressembler à quoi le vignoble dans quelques années, dans 20 ans? Est-ce qu'il y aura encore des petits producteurs ou est-ce que ça sera uniquement des grands groupes? Bien entendu, il y aura tout ça. Parce que, si vous voulez, on a cette manie en France d'avoir un peu un esprit de système. Au motif que des investisseurs étrangers viennent, on a tendance à dire tout fout le camp. Dans la mesure où on assiste à des phénomènes de concentration, on dit c'est la fin de la propriété familiale. Non, il y a sur un grand vignoble comme le vignoble bordelais la place pour des propriétés familiales, c'est ça qu'on aime bien visiter. Il y a la place pour des grandes sociétés qui vont développer des politiques de marque, et à Bordeaux on en a particulièrement besoin, des politiques de marque, ce qui n'empêche pas d'avoir plusieurs catégories de produits. Et puis il y a la place pour les coopératives. Et puis la place, bien entendu, pour les investisseurs étrangers et nationaux. Il y a des phénomènes de concentration importants ces dernières années. Il y a des phénomènes de concentration importants. On le vit, vous savez, je suis la Chambre et le créateur de Vinexpo. Et on voit bien d'ailleurs la présence sur les salons. On assiste vraiment à un phénomène de concentration de marques. Mais encore faut-il que ces marques puissent vivre avec notre corpus réglementaire. Je me souviens justement sur Vinexpo d'une conversation que j'avais eue avec le regretté Patrick Ricard, qui avait dit « Moi, je fais du vin partout, sauf en France. » Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Donc, terrible, là aussi, il faut s'interroger. Je crois que nous avons un intérêt très fort à maintenir ce qui constitue notre spécificité. Et cette spécificité, elle passe par des corps réglementaires liés au terroir, liés aux techniques de production du vin et de la culture de la vigne. Mais aussi, peut-être qu'on pourrait rendre les choses un peu plus lisibles, un peu plus friendly. Mais s'il y a beaucoup d'exploitations qui s'arrêtent, par exemple dans l'entre-deux-mers ou dans d'autres régions où les vins ne sont pas vendus très cher,
Est-ce que c'est pas parce qu'il y a aussi une disparition des vins de marque et peut-être une certaine activité du négoce qui avant achetait ces vins-là et les vendait sous des vins de marque? Est-ce que ces activités-là sont définitivement perdues? Non, ça nous renvoie aussi à un phénomène qui est de la diminution de la consommation de vin dans notre pays. Il faut le constater. La consommation per capita disparaît et que les propriétés dont vous parlez ne sont pas celles qui sont le plus portées sur l'exportation, parce que c'est aussi un peu compliqué d'exporter. Donc c'est un peu aussi notre travail avec les autres organismes publics, je pense au CIVB, aux chambres d'agriculture, c'est d'aider ces viticulteurs à se positionner sur les marchés à l'étranger. C'est pour ça que nous prenons le temps et dépensons de l'énergie pour organiser des festivals du vin, quelquefois dans des endroits improbables. Je pense à la ville de Dalian, 10 millions d'habitants, 35 millions de touristes, terra un peu incognita pour le vin de Bordeaux, et nous essayons de le positionner sur ces destinations. C'est pour ça que nous développons Vinexpo à Hong Kong, parce que c'est une plateforme pour les vins du monde, mais également, bien entendu, pour les vins de Bordeaux. Et il faudra continuer. Il faudra développer des actions de promotion fortes au bénéfice de ceux qui ne sont pas aujourd'hui sur les marchés internationaux. Damien Mounet, vous aviez envie de réagir sur les affaires de transmission? Oui, au niveau des transmissions, je pense qu'il y a un mot à retenir pour pouvoir transmettre notre culture, notre patrimoine, c'est d'anticiper. Tout à l'heure, par rapport à des vignobles sur l'entre-deux-mers, c'est la dynamique qu'il faut lancer. Je pense que réagir dans la crise, ça a un effet qui est totalement défavorable. Si on peut appréhender une transmission, mais dès les premières générations, je dirais à 25 ans, tout à l'heure on avait un interlocuteur, c'est d'anticiper. Donc là, c'est de se rapprocher de tous ces conseils notaires, avocats, experts comptables pour anticiper la transmission. Transmettre, c'est aussi faire perdurer une propriété, une identité. Et après, on peut investir et développer la structure. Et au niveau des propriétés, vous savez qu'on a quand même une pénurie de propriétés qui répondent à un schéma économique qui est attiré par des investisseurs. Si demain matin on arrive à déceler une trentaine de produits prestigieux, on a des acquéreurs en face qui attendent. Alors après, c'est vrai que sur des propriétés, sur des localisations très différentes, on va avoir un peu plus de difficultés à trouver des preneurs qui vont se lancer dans une galère administrative sur une profession qui est très structurée et très réglementée. Demain matin, personne... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour simplifier? Simplifier déjà, c'est simplifier déjà au niveau des transmissions du produit, et après c'est au niveau de l'installation, c'est quelque chose qui est très réglementé, sachant qu'un investisseur français ou étranger est validé par les autorités françaises pour pouvoir exercer sa profession sur le vignoble. Tout le monde ne peut pas devenir viticulteur du jour au lendemain. Il y a quand même des procédures, à part sur des cessions de parts sociales, mais il y a quand même des procédures pour protéger aussi ce patrimoine. Juste une réaction sur la transmission. De toute façon, aujourd'hui, il y a pratiquement 2 exploitations qui arrêtent. Il y en a une qui se succède, c'est-à-dire que 2 départs à la retraite, une installation. 2 sur 3, c'est ça? 1 sur 2. 1 sur 2. Donc, il va y avoir une concentration d'exploitation. Donc, une augmentation de la taille si on garde le même nombre d'hectares. L'histoire est comme ça. Et sur les propriétés familiales, je voudrais détruire un mythe qu'on pense qu'une propriété familiale, c'est une petite propriété. Aujourd'hui, il y en a dans la salle, il y a des propriétés familiales qui font 200, 300, 400 hectares dans l'entre-deux-mers. Donc c'est toujours des propriétés familiales détenues par des familles, et ça marche. Donc, et il n'est pas rare d'avoir, et je ne connais pas le nombre, mais il y a beaucoup de propriétés qui aujourd'hui dans l'entre-deux-mers dépassent de 100 hectares. Donc quantité, mais qualité aussi, quoi. Oui, et puis surtout s'adapter au marché. Dominique Babin disait on va en Chine. C'est pas avec 10 000 bouteilles ou 12 000 bouteilles que vous allez en Chine ou 50 000. Il faut avoir un potentiel de bouteilles pour développer son marché et pour satisfaire les marchés.
On ne s'attaque pas à des marchés gigantesques comme la Chine. Avec il ne va pas vous suivre, l'importateur. Ben voilà, il ne va pas vous suivre. Il faut pouvoir répondre 100 000, 200 000, 300 000 bouteilles. Alors, cela dit, on nous a tenu le même discours avec la grande distribution. Hein. Et ça n'a pas été forcément la grande distribution de qualitatif et de bénéfique pour le. Oui, parce qu'il y a les marques. Il y a les marques. Aujourd'hui, à l'export, c'est plutôt le château et la propriété familiale. Le Chinois, il aime ça. Mais après, il veut de la quantité pour développer le business à travers le pays. Patrick Lébouton. Oui, j'ai entendu parler et prononcer un mot à plusieurs reprises, c'est celui de la crise. Mais j'aimerais bien quand même aussi qu'on ait une vision un peu moins microéconomique et un peu plus macroéconomique, pour se dire que quand même aujourd'hui, jamais la consommation mondiale n'a été aussi élevée et jamais la surproduction mondiale n'a été aussi faible. Tant et si bien qu'on peut même se prêter on manque de vin. On peut même se prêter à rêver à une crise de sous-production, ce qui pourrait clairement tordre le cou à tous les mécanismes de crise qui ont été évoqués et solutionner aussi par là même beaucoup des questions de transmission à travers la constitution d'unités plus importantes. Ça, c'est clair. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à nous interrompre. Hein. Deuxième chose, c'est que un domaine viticole, ce n'est pas un actif comme un autre. C'est un actif extrêmement singulier en ce qu'il est à la fois un investissement immobilier, mais c'est un investissement immobilier qui est doué d'une double valeur. C'est naturellement cet investissement immobilier comme la somme arithmétique de chacune de ses composantes, des hectares de vignes valorisées X euros d'hectare, des bâtiments d'exploitation, des bâtiments d'habitation. Mais il y a aussi une valeur d'entreprise, parce que cette activité viticole, c'est la seule activité agricole qui part d'un fruit et qui va jusqu'à la transformation et au marketing et à la distribution d'un produit fini. Et donc, en cela, il s'agit d'une petite entité économique et d'une entreprise à part entière. Il y a un côté magique qui attire aussi les investisseurs. Le vin, c'est quelque chose qui est au-delà du livret A dont parlait Étienne tout à l'heure. Il y a ce côté un petit peu magique de faire son vin, d'avoir son nom sur les étiquettes. C'est peut-être ça aussi qui attire. Alors, ça a pu motiver effectivement bon nombre d'investisseurs. En revanche, sur le long terme, chacun d'eux s'aperçoit qu'il s'agit d'une gestion d'entreprise à part entière. On parlait des contraintes réglementaires. Elles sont fortes. Je rappelle, c'est tout ce qui n'est pas autorisé par essence interdit en matière de vin. Donc c'est quand même voilà. L'accès au foncier est extrêmement contrôlé. Il y a des barrières à l'investissement. Il faut plusieurs millions d'euros pour financer l'acquisition d'une propriété. Le financement du besoin en fonds de roulement d'une exploitation viticole est aussi très important parce qu'on est sur un cycle produit qui est un cycle produit long. Ensuite, vous avez des barrières à l'installation. Vous devez passer nécessairement par les fourches codines du contrôle des structures. Et enfin, vous devez franchir celui de la SAFER qui bénéficie d'un super pouvoir, qui est celui de pouvoir vous préempter dans l'acquisition de la propriété que vous visez. J'ai certainement encore oublié d'autres barrières. Mais voilà, donc on ne peut pas dire que... et très rapidement, ces investisseurs... ceux qui veulent et ceux qui sont seulement animés par le fait de créer leur vin et d'avoir leur nom sur leur étiquette, déchantent, vendent, et seuls subsistent ceux qui ont une véritable démarche entrepreneuriale. Tout à l'heure, on a cité quelques noms d'investisseurs qui sont présents depuis 10 ou 15 ans dans le secteur viticole. Ils avaient réussi leurs entreprises professionnelles avant. Ils n'ont fait que répéter leur succès précédent dans les investissements viticoles qu'ils ont formés. Donc vous voulez dire, pour réussir, il faut avoir envie de gagner de l'argent? C'est pas très moral finalement votre histoire. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont envie de gagner de l'argent et pas ceux qui ont envie qui le font par passion. C'est atroce. Non, mais il y a une double réalité, c'est-à-dire qu'on peut faire du vin, c'est raconter une belle histoire autour du vin, mais il y a une réalité économique et c'est une entreprise. C'est une entreprise. Donc une entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle ne perdure pas. C'est le vieux truc bordelais, pour faire une petite fortune dans le vin, vaut mieux arriver qu'une grosse fortune. Voilà. Il y avait une question dans la salle, Jacques Berthomeau. Est-ce qu'on peut lui donner un micro ?
Bonjour, Jacques Berthomeau. Non, mais je n'ai pas encore entendu dans cette salle, parce qu'on parle du vin français, le mot Languedoc. Nous boitons ce matin. Nous boitons. Le professeur Bonin n'a pas parlé du Languedoc. Parce que j'ai l'impression qu'on refait l'histoire. Pas ici, hein, la table ronde est tout à fait intéressante. Mais les vins à 2,50 €, ils sont vendus où? Nous sommes un marché pauvre en France. Hein, dans la grande distribution, 80% des vins sont vendus à moins de 2,50 €. Donc, gagner de l'argent en faisant des vins à 2,50 € à Bordeaux, je pense qu'on ferait mieux de les faire dans le Languedoc. Donc, il y a des arbitrages que j'ai essayé de mettre sur la table en 2001. Hein, on a dit cap 2010. Bon, 2010 est passé. Mais Bordeaux, c'est l'un des piliers de la viticulture française. Mais il y en a un autre. Il y a une Californie française qui s'appelle le Languedoc, où il y a certains types de vins qui devraient être faits et qu'on ne devrait plus faire à Bordeaux. Moi, j'ai lu le plan Bordeaux. Il y a quand même dit dans le plan Bordeaux qu'il y a un pourcentage de ce vignoble qui ferait mieux de faire autre chose. Donc, il faut arrêter de parler de crise. Nous ne sommes pas en crise. C'est le système de Bordeaux qui n'a pas fait ses choix à la base. Il n'a pas fait ses choix parce que, bon, pour des raisons que je n'ai pas expliquées. Donc, très bien, parlons de Bordeaux, mais il y a quand même les grandes entreprises vinicoles, Castel, Granchet. La première marque de vin français, on ne l'a pas évoquée ici, s'appelle Chenet. Je veux dire qu'il y a quand même un bricolage de M. Elfrich à l'origine, avec sa bouteille qui ressemble à rien. Donc, le vin de masse... Combien de millions de bouteilles, Chenet? 81, je crois. Comme le vieux pape quand je le mettais en bouteille à Gennevilliers. Hein, bon, mais on le vendait en France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de voir la France au travers simplement de... Le professeur Bonin a parlé du marché, mais il n'y a pas un marché du vin. Il y a un marché du vrac. Il y a les grands crus classés qui sont, pour certains, hors du marché du vin. Hein. Donc, nous ne sommes pas en crise. Moi, j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en crise du tout. Nous n'avons pas fait les choix. Comme disait quelqu'un de très connu, nous ne voulons pas sortir de notre ambiguïté. C'est-à-dire, on fait des vins nini, qui n'ont pas choisi leur camp. Rappelons quand même que dans CAP 2010, on avait dit AOC, IGP, maintenant c'est comme ça qu'on les appelle, et Vins de France. Hein, pour qu'il y ait une vraie segmentation de ce qu'on appelle le sourcing. Moi, je travaille on y est aujourd'hui au Vin de France, Jacques, non? Oui, mais quand le professeur Bonin dit c'est comme dans le lait, c'est pas vrai. Je travaille sur le lait en ce moment. Je veux dire, on a les champions du monde en coopérative. Je veux dire, Sodial n'est pas un nain. Hein. Donc, le prisme bordelais a un petit côté déformant. Hein, je le dis, je l'ai dit. Ça m'a valu souvent de me faire frotter les oreilles dans cette belle ville, mais c'est pas grave. Bordeaux, c'est Bordeaux. Mais ne ramenons pas la France du vin au problème de Bordeaux. Parce qu'en effet, il y a des problèmes ici de transmission, il y en a ailleurs aussi, mais le marché du vin de base, hein, et Patrick Ricard, je connais bien, ça a été mon patron, je veux dire, il est allé en Australie par hasard. Hein. Bon, et puis il fait du vin en France, ici, là, en Champagne, et il fait du cognac du côté de Cognac. Donc il a maintenant des vignes, alors qu'il m'avait dit, nous ne mettrons plus jamais les pieds en France. Bon, donc ce que je voudrais, c'est que dans nos débats, Vino Bravo, mais pas que Bordeaux. Voilà, merci. Alors, je voudrais répondre à M. Berthomeau pour lui dire que 2010 s'est bien passé, on est en 2013. Donc, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de crise. Il n'y a que des exploitations qui ne s'adaptent pas à la situation. Aujourd'hui, on a de bons compteurs au Crédit Agricole et avec la vision qu'on a de la viticulture, il y a même 80% de nos viticulteurs qui continuent à gagner de l'argent et qui se développent, et même avec des bouteilles à moins de 2,50 €. Donc ça veut dire qu'on peut y arriver. Après, le reste, c'est question d'adaptation. C'est tout. Il n'y a pas besoin de rapport, il n'y a pas besoin de tout ça pour faire. Il y a besoin que les gens s'adaptent à la situation, s'adaptent au contexte et se prennent en main. Et derrière, ça marche. Mais est-ce qu'on manque de capital dans le vin en France? Est-ce qu'il y a du capital qui manque? Est-ce qu'il faut faire venir des investisseurs, les Français ou étrangers? Parce que c'est une des vraies questions qui se posent. Hein. Il y a des grands choix, l'assurance vie, etc. Est-ce qu'il faut orienter le capital vers le vin ou est-ce qu'il y en a assez sur place? Alors, sur le passé, sur ce qui a été dit
heureusement qu'il y a des contrôles de structure, heureusement qu'il y a la SAFER, parce que peut-être qu'on assisterait à un pillage de nos vignobles par des investisseurs qui arriveraient avec des moyens hors du commun. Aujourd'hui, c'est limité, comme ça a été dit, et je trouve que c'est très bien comme ça. Ça permet justement à des jeunes de pouvoir étoffer leurs exploitations ou en reprendre, malgré tout. Ce qui est compliqué, c'est de porter le foncier, finalement. Alors oui, on peut avoir des... Et je pense que ça sera une direction à l'avenir. Pour être vigneron, pour être viticulteur, ce n'est pas indispensable d'être propriétaire du foncier et de s'endetter pendant 20 ans pour juste rembourser son foncier. Et 15 ans plus tard, on commence à penser à le transmettre. Donc tous les 30-40 ans, le foncier change de main. Et je pense que les solutions qu'on pourra apporter dans l'avenir, c'est ça, c'est du portage foncier. Et ça permettra à GFA, groupement d'investisseurs, tout ce que vous voulez qui peut prendre en main le foncier et derrière le confier à des vignerons, à des viticulteurs qui pourront investir pour développer leur business. On rencontre de plus en plus dans le vignoble des jeunes qui s'installent. J'en ai rencontré dans le Languedoc, mais il y en a aussi en Bourgogne, parce que le prix du foncier en Bourgogne est devenu intouchable, quoi. Il touche dans les nuages. On rencontre de plus en plus de gens qui font appel, en montant des petits groupements de fonciers agricoles, à des gens qui mettent un peu d'argent, et ils n'ont plus le foncier, c'est pas eux qui ont le foncier, c'est ce groupement qui a le foncier et eux exploitent. Et on en rencontre pas mal de ça. Je pense que c'est une solution d'avenir pour qu'on garde ce tissu de vignerons, de passionnés, parce que pour faire du vin, il faut être passionné. Et cette passion, on ne s'achète pas. On est avec. Aujourd'hui, les contraintes financières, les contraintes administratives font que les passionnés n'arrivent pas à exercer leur passion facilement. Et je pense que cette Patrick Ribouton et ensuite Dominique Babin aussi. Cette simplification de l'installation par le fait qu'on n'ait pas apporté le foncier pour apporter un surcroît d'enthousiasme pour la profession viticole. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, M. Berthomeau, tout à l'heure. C'est qu'en fait, il existe aujourd'hui clairement 2 viticultures en France. Il y a celle des AOC prestigieuses. Et ce qui a fait l'avantage concurrentiel de la France par rapport aux autres pays du monde, fait aussi sa perte. Parce qu'on a cru en France que le salut de toutes les régions viticoles pouvait passer par l'AOC. Et ce n'est pas le cas. Et le vin est un produit qui a double facette. Vous avez d'un côté des producteurs qui veulent défendre un vin et imposer un style de vin. Ça, c'est la notion de grand cru et des très grandes AOC. Et puis après, il y a un vin ou des vins qui doivent s'adapter à la volonté et aux attentes du consommateur. Le vin, c'est quand même le seul produit aujourd'hui qui est, contrairement à tous les autres produits marketés, industrialisés, on ne fait pas d'études de marché sur les caractères organoleptiques que le consommateur attend. Le succès du groupe Grand Chai de France à travers son JP Chenet, c'est quoi? C'est que le JP Chenet qui est bu en Allemagne n'est pas le même que celui qui est bu en Angleterre et qui n'est pas non plus le même qui n'a pas les mêmes caractères organoleptiques non plus du JP Chenet qui est bu en France. Et donc ça, c'est simplement transposer un mécanisme marketing basique à un univers qui n'est pas prêt à le faire. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. Deuxièmement, sur l'apport des capitaux, oui, mais il faut être extrêmement prudent. Alors pourquoi est-ce qu'il faut être extrêmement prudent? Parce que de la même façon que le foncier, l'investissement viticole est à l'intersection de l'immobilier, du luxe et de l'entreprise, et là vous vous retrouvez avec aussi une autre législation qui est celle des produits financiers, et que ça doit nécessairement s'inscrire dans un cadre, et que ce cadre-là ne peut pas durablement échapper aujourd'hui au contrôle de l'AMF. Alors il y a une réforme qui est de l'AMF.
l'autorité des marchés financiers. Il y a une réforme qui est en cours. Tu connais bien, Jacques, ça, l'AMF. Hein. Il y a une réforme aujourd'hui qui est en cours, qui s'appelle AIFM et qui tend à uniformiser les produits financiers au niveau européen pour rendre la finance européenne compétitive par rapport aux autres finances mondiales, et qui va tendre demain à placer ces produits d'investissement, les GFA, etc., sous un contrôle AMF. Alors, c'est une chose excellente. Concrètement, ça veut dire que les opérateurs qui créent et qui gèrent ces produits-là devront demain obtenir un agrément et seront contrôlés par l'AMF. C'est-à-dire que n'importe qui, aujourd'hui, peut créer un GFA investisseur, le gérer, et ce, avec plus ou moins de rigueur. Voilà. Alors, quand vous avez affaire à des grands groupes qui font ça depuis très longtemps, il n'y a pas de sujet. Ils ont une vraie respectabilité. Nous-mêmes, on a réuni plus de 8000 investisseurs en plus de 30 ans d'activité, donc ce n'est pas un sujet. Et aujourd'hui, on gère à peu près 160 millions d'euros de capitaux. Donc, mais germent aujourd'hui des petits viticulteurs qui se disent « Ah ben tiens, je vais monter un GFA, je vais aller chercher des capitaux » et puis au final, vous avez des investisseurs qui ne sont pas sachants, qui vont se retrouver pris avec des participations qu'ils ne pourront jamais revendre. Donc il faut être extrêmement prudent. Vous voulez dire que c'est toujours du long terme, en fait, l'investissement dans le vin? Non, c'est toujours du long terme. On peut pas avoir le raisonnement de colonie capitale, c'est-à-dire de dire j'arrive, je vends l'immobilier et je m'en vais. C'est forcément du long terme. Il faut 7 ans pour créer une image de marque dans le vin. Donc c'est 15 ans au minimum l'horizon d'investissement. D'accord ? Ce que je dis, c'est qu'il faut réglementer aussi la partie investissement et contrôler ceux qui aujourd'hui animent ces groupements fonciers pour pas que n'importe quoi soit fait demain. Clairement. Et ça permettra une chose, c'est d'encourager plus avant encore la collecte et l'afflux des capitaux vers ce secteur-là qui est plus que tout autre contraint à des très très fortes immobilisations foncières. Voilà. Alors un petit mot de Damien, puis après on va prendre des questions dans la salle quand même parce qu'on ne reste plus que 10 minutes. Dans la salle, directement, là. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Geoffroy Bréchotte, je m'occupe de transactions de vignobles au sein d'un réseau qui s'appelle Vinéa Transactions. Je voulais juste ajouter certaines choses. Je m'occupe moi personnellement de ventes sur le Bordelais. Alors on entend parler de grandes propriétés, de Chinois, etc. L'essentiel des produits que nous avons à la vente sont quand même des propriétés, on va dire moyennes, entre 10 et 20 hectares, sur lesquels il y a des bâtiments. Il y a une maison en général correcte, mais il n'y a pas de grands châteaux. Et des propriétés qui se destinent moins à des Chinois qu'à des personnes qui veulent se reconvertir. Donc je rassure tout le monde, on a encore des investisseurs ou des particuliers qui ont certains moyens et qui sont intéressés par le vignoble de Bordeaux, qui ont des bonnes idées, qui sont passionnés. Cependant, lorsqu'on visite et lorsqu'il y a un intérêt, malgré le fait qu'ils puissent avoir une certaine somme pour investir, en partant par exemple sur un projet à 1 million, ils peuvent avoir 300 ou 500 000 euros d'apport personnel. Dans la majorité des cas, lorsqu'ils ont un intérêt, il y a quand même un blocage important pour financer le reste. Donc il ne faut pas oublier que la majorité des viticulteurs bordelais, c'est ça, donc c'est ces propriétés moyennes, qu'il y en a de plus en plus à vendre et que parfois on se demande ce que ça va devenir parce que les Chinois ne sont pas vraiment intéressés par ce type de biens. Est-ce qu'il y a une réaction, une autre question directement peut-être? Merci beaucoup monsieur. Madame, là-bas, monsieur, est-ce qu'on vous voulez qu'on transfère un micro? Voilà. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous voit. Et le professeur Bonin qui aura une réaction aussi. Oui, bonjour. Je ne sais pas trop qui est dans cette salle, mais moi je suis tout à fait confrontée à la transmission des patrimoines puisque je suis en partage judiciaire depuis plusieurs années concernant la succession de mon père. Alors, vous n'avez pas parlé des facteurs humains, vous parlez des institutions, je vois des gens qui représentent le Crédit Agricole, avec qui j'ai de très bonnes relations du reste. Mais vous savez, dans mon sang coulent des siècles de vignerons. Bon, pour ma part, j'aimerais beaucoup reprendre. Mais il s'est créé des quantités de problèmes, de personnes, de problèmes humains
comme l'a dit un des intervenants, c'est pas la loi Dutreil est très bien, c'est pas la fiscalité qui nous tue, c'est les querelles intestines à l'intérieur des familles. Ça, qui peut faire quelque chose pour ça? Et puis, on peut dire que les banques, les notaires sont les premiers à attiser ces histoires-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas souvent réaliser notre rêve. Alors, je ne sais pas qui pourrait me contredire, je ne crois pas qu'on puisse me contredire. Voilà. Si quelqu'un veut me contredire... Jacques est un grand spécialiste de la famille. Non, je ne pense pas qu'on puisse vous contredire. Malheureusement, c'est la vie. On a vu des cas où des familles ruinent un vignoble simplement par querelle. Hein. Et la propriété ne vaut plus rien. Et tout le monde a tout perdu simplement par entêtement. Mais ça arrive aussi en dehors du vignoble, hein, je vous rassure. Mais excusez-moi, mais je pense que s'il y avait des réformes à faire ou des aménagements sur le plan institutionnel, il y a des choses qui sont... C'est technique, moi je suis là-dedans depuis des années. Il y a des choses, des déblocages qui pourraient être faits si les institutions s'y mettaient un peu. Rétablir le droit d'aînesse. Alors vous parlez bien, monsieur, je suis l'aîné de la famille, voilà. Donc je vous remercie, mais ce n'est pas du tout ce que je vise, voilà. Non, mais si vous voulez, le système qui est fait aux familles qui voudraient transmettre normalement, ce système auquel elles sont soumises, eh bien, ne fait que favoriser les discordes, parce qu'il y a des gens qui ont des retombées. Bon, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Voilà, c'est tout. Merci. Professeur Bonin. Bien. Je suis très content que Dominique Babin, M. Berthomeau ait réagi de façon critique à certains de mes propos. C'est le rôle du prof de fac que de susciter le débat, d'ailleurs. Le débat académique, c'est la nature même de notre profession, ne l'oublions pas. Et je m'en réjouis fortement. Je vais rebondir sur le mot « moyen » que j'ai entendu prononcer il y a quelques minutes. En dehors de toute la partie prestige, c'est bien la redéfinition de ce qu'est le moyen de gamme qui est en cause aujourd'hui. À travers la marque qu'a évoquée monsieur, à travers tous les cas d'études que nous avons cités, même si cela ne plaît pas à certaines personnes, ce mot de générique moyen de gamme, on est bien là autour du débat. Crise, ça veut dire crise de recomposition, de destruction d'un modèle pour reconstruire. On est dans la période de reconstruction. Et même dans le Languedoc, ne l'oublions pas, à travers les monocépages, certaines marques fortes, j'ai évoqué le Listel. Donc nous avons tous, dans toutes les régions, la vocation à recréer le moyen de gamme, comme dans l'automobile ou dans d'autres branches, ou comme dans le lait que citait Berthomeau. Donc on a aussi cette exigence partout dans le monde capitaliste, le mot n'a pas plu, mais c'est une réalité, dans le monde coopérateur, la notion de moyen de gamme est essentielle. Moyen, ça ne veut pas dire une moyenne, le plus petit de dénominateur commun multiple. Moyen, ça veut dire élevé vers le moyen de gamme. Cela veut dire élevé vers de la qualité. Au contraire. Et on ne peut pas nier que tous les vins à 2, 3, 4 euros existent et qu'il faut monter vers des 5, 6 euros. Et on est voire des 10 euros. On est dans cela. Le viticulteur, dans cet objectif, dans ce dessin. Moi, je suis prof, je suis payé par l'État à vie. Mais le viticulteur, s'il peut avoir 1 euro de plus de marge, il sera un homme heureux. N'oublions pas qu'on est là dans la conquête d'1 euro à la force de son poignet. Et monter en gamme, ça veut dire gagner 1, 2, 3 euros. Voilà ce que je voulais dire. Il faudrait peut-être changer le terme moyen, alors, parce que moi, je sais par exemple, quand j'étais au lycée, qu'on mettait élève moyen sur mon carnet, mes parents voyaient plutôt médiocre que monter vers le haut, vous voyez. Et ça m'arrivait quelquefois. On va peut-être prendre une dernière question avant, parce qu'il nous reste 2 minutes 53, et puis alors ici, c'est sévère. Hein. Oui. Juste là. Je voudrais réagir au propos de M. Bonin qui parle de montée en gamme des vins moyenne gamme, justement. Pour faire du vin dans une appellation comme Castillon, qui fait de très bons vins, mais qui n'est pas assez connu, pour différentes raisons,
Comment peut-on arriver à monter en gamme quand le système est corseté par le négoce, par différentes choses, où les vins ne rentrent pas dans des cases? Parce que c'est ça. Si les vins montent en gamme et ne rentrent plus dans ces cases-là, ils ne trouvent pas preneur. Donc, quelle est sa solution? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Non, personne ne veut répondre. Si, il faut s'affranchir des règles et partir avec vos propres règles. C'est-à-dire? C'est le vin de table, il n'y a pas de contrainte. On va tous faire des vins de France en Castillon. Il y a des gens à Castillon qui réussissent très bien. En Castillon, il y a des gens qui vendent très cher. Après, c'est vrai que c'est des solutions individuelles, mais qu'il y a un corset qui est terrible sur le Castillonnais. Ils ont essayé de s'en affranchir en devenant Castillon et en sortant des Bordeaux Sup, mais on voit que c'est extrêmement difficile de sortir des tiroirs dans lesquels on les a rangés. C'est la même chose pour le Languedoc. On a des exemples de success story de gens qui sont sortis du cadre. Je prends l'exemple du Tariquet. Tariquet, c'est un vin qui s'est produit à un endroit improbable, avec un vin qui ne correspondait absolument pas au vin qui était produit dans la région. Regardez le succès considérable. C'était un vin de Bobo que consommait Jacques Berthomot tout à fait à l'origine dans les salons parisiens, et c'est devenu un vin extrêmement bien répandu dans tous les lieux de feria et beaucoup plus loin que cela. Donc voilà un bel exemple de success story. Et puis, moi je voudrais ouvrir une petite fenêtre d'espoir pour les individuels, les petites propriétés qui ont du mal à trouver leur chemin dans tout ça, dans les rêves de réorganisation territoriale de cet interventionniste de Jacques ou dans la grande finance. La Chambre a créé un truc qui est assez intéressant, c'est le réseau des villes capitales de grands vignobles. Ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. Et moi, je suis frappé de voir, je reviens de Californie, mais on a été en Toscane, on va en Argentine, etc. À côté des grandes propriétés très capitalistiques, il existe des petits producteurs. Et des petits producteurs qui gagnent bien leur vie. Et ils gagnent bien leur vie grâce à une possibilité nouvelle qui existe maintenant pour le négoce, c'est tout simplement le e-commerce. Le e-commerce, c'est à la portée de toutes les bourses. C'est simple, ça suppose une assez bonne organisation logistique, mais je suis frappé de voir le retard que nous avons, en tout cas en Aquitaine, mais je pense aussi dans le Languedoc, pour que personne ne soit oublié. Et je pense que c'est une piste sur laquelle nous avons tous collectivement, organismes publics, organismes privés, un rôle à jouer pour en permettre la vulgarisation. Moi, je me souviens de quelque chose, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, c'est qu'il y a 20 ans, dans le vignoble, quand on prononçait le mot de marketing, on sortait les gousses d'ail et le crucifix. C'était l'horreur absolue. Parler de produits en parlant de vin, alors ça relevait de l'insulte. Et aujourd'hui, on voit que ça a beaucoup changé, mais c'est finalement, d'une certaine façon, un peu les crises successives qui ont amené à ça, notamment après le gel de 91, où un grand nombre de vignobles n'ont pas réussi à produire et se sont fait dépasser par l'Australie qui est arrivée en Angleterre, etc. Là, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait se bouger, sortir, apprendre l'anglais pour essayer de vendre ses produits, et que le mot marketing n'était plus une insulte. Aujourd'hui, quand on va dans les écoles de commerce, j'ai été faire il n'y a pas longtemps une petite conférence à l'INSEC, qu'on voit tous ces jeunes qui sont passionnés par le vin, passionnés par la vente et le produit, j'ai prononcé le mot produit, par l'histoire du vin et par sa façon de le vendre, c'est d'une certaine façon extrêmement rassurant, quoi. Oui. Un dernier mot, puis après on conclut, parce que sinon on va se faire gronder. Juste deux mots. Un, le vin, c'est de l'alcool, mais c'est surtout une eau pure, une eau physiologique, à hauteur de plus de 80%, donc on voit souvent l'alcool. Et deuxième chose, c'est effectivement un patrimoine culturel, mais c'était un patrimoine financier, enfin un patrimoine tout court, économique. Et effectivement, autant on peut partager un patrimoine culturel, malheureusement, on se dispute souvent les patrimoines physiques. C'est une réalité, madame. Oui, ça fait longtemps que ça dure. Merci infiniment à vous tous. Merci.